C'est parti ? C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Art et les Manières. Pour vous redire un petit peu, moi je m'appelle Lucia Passaniti, je suis actrice et je me pose plein de questions sur notre vie d'artiste, notamment à l'ère des réseaux sociaux et compagnie. Et du coup j'avais envie de pouvoir me les poser avec des artistes que j'aime et que j'admire, pour qu'on puisse ensemble voir un peu tout ce qui se passe dans les dessous, dans les coulisses de ce drôle de monde et de cette drôle de vie qu'on décide de mener. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Raphaël Zaoui. Bonjour Raphaël. Bonjour Lucia. Et je suis très heureuse que tu sois là. Pour la petite histoire, ça fait pratiquement 10 ans qu'on se connaît maintenant. Et plus, je crois. Ouais, hein. Eh oui. On commence à vieillir, putain. Ouais, non, 10 ans, 10 ans, 2015, je dirais, un truc comme ça. Ouais. Donc ça doit faire 10 ans, en fait, t'as raison. Donc on a une belle décennie dans la tronche. Pour te présenter un petit peu, donc Raphaël Zaoui, c'est un des créateurs de Thérapie Taxi. Regarde pas mes notes. Je veux pas que tu vois les questions à l'avance. Donc t'as fait partie des créateurs de Thérapie Taxi. Derrière, t'as commencé ta carrière en solo avec un projet qui s'appelle Zaoui. Simple. Ton nom de famille. Mec, c'est pas foulé, quoi. Et maintenant, t'es même auteur. On dit que t'es auteur ou pas? Non. Ça y est, ça m'est passé. Ah, putain. Mais non. Donc t'auras fait, ceci dit, t'as fait un tout petit livre, Pulsation, et le dernier sur la piste, et c'est tout. C'est tout. T'as plus envie d'écrire? Non, ça m'est un peu passé, là, pour merde. l'instant. Enfin, sous d'autres formes, en tout cas, mais en tout cas, du coup, c'est bizarre de dire je suis auteur. Là, je suis plutôt dans ma période. Non, je suis finalement, c'est même mon art, c'est la musique. Il faut pas que je me disperse. Ok. Tu passes beaucoup par plein de moments de doute différents et de... Bah, là, la question de l'auteur, c'est une question que je me suis beaucoup posée ces derniers temps parce que je suis en train d'écrire mon 2e album et qu'à la base, je voulais faire un truc un peu double, c'est-à-dire reprendre l'idée de refaire un travail sur l'écriture comme un livre. Enfin, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire, mais comme je risque de partager ce podcast sur mes réseaux, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça pour laisser Très quand bien. même un petit peu de suspense et pour ne pas m'auto-spoiler. Mais du coup, le fait est que cette réflexion m'a beaucoup agité ces derniers temps et que, a priori, à moins de rechanger d'avis, mais ce que je ne pense pas, je ne vais pas du tout, du coup, je vais pas refaire cet exercice et je me suis plutôt posé la question de me dire comment est-ce que je peux le faire différemment pour ne pas refaire quelque chose que j'ai déjà fait il y a un an et demi qui m'a beaucoup plu, mais comme je suis un peu toujours féru de nouvelles expériences, je suis content de me dire non, je vais faire le truc un peu différemment pour une fois. D'accord. Donc toi, t'es un peu comme ça, t'as toujours un peu besoin de trouver de nouvelles choses, de créer de nouvelles manières, de découvrir de nouveaux médiums? En tout cas, mon médium à moi, c'est la musique et ça pour le coup, j'y coupe pas et pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et ensuite, c'est marrant de se dire, ok, quels médiums vont pouvoir accompagner mon médium principal. Et c'est vrai que automatiquement, j'ai pensé à la forme d'écriture parce que c'est ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai aimé faire. Mais finalement, je me dis, tiens, je vais essayer de penser le truc un peu différemment. Ok. Très bien. Tout ça reste mystérieux. C'est volontaire. De ouf. Très bien. La première question, normalement, que j'aurais dû te poser, c'est est-ce que tu vas bien? Ça va aujourd'hui ou pas? Franchement, ouais, ça va. Comme on est en avril, ça fait une semaine qu'on a du beau temps, ça aide. J'aime beaucoup être chez moi. On est chez moi. Ouais. Donc ça, c'est un truc que j'aime, être chez moi, le gros casanier. Donc ça fait partie du fait que je vais bien, c'est que tu m'aies pas fait déplacer mon cul, je sais pas où, et que tu aies la sympathie de venir dans ce salon que j'aime beaucoup. Donc voilà, mais sinon globalement, je vais carrément bien parce que pour plein de raisons, ça serait long à expliquer, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien dans ma vie, donc c'est chouette, ça. Voilà. Ouais, c'est chouette et en même temps c'est chouette parce que je suis actif là-dedans et donc voilà, je vais bien. Après c'est parce que j'ai des techniques pour aller bien. C'est quoi tes techniques pour aller bien? Avoir une thérapie déjà, avoir une bonne thérapeute, ça sert, ou un bon thérapeute. Et faire du sport, ça c'est assez nouveau dans ma vie, mais ça fait du bien de faire du sport. Tu continues la boxe? Je suis à fond dans la boxe en ce moment, et même si je suis très mauvais, ça m'oblige à faire 2 ou 3 fois du sport par semaine. Et c'est vrai que c'est bête, mais ça équilibre beaucoup le sport. En tout cas, pour quelqu'un de très mental comme moi, c'est une manière facile d'être dans le moment présent
Et comme je fais partie de ces personnes qui ont toujours tendance à être soit dans le passé, soit dans le futur, soit dans la projection, soit dans la nostalgie, le fait de se faire cogner dessus pendant 1 heure, t'étais dans le moment de comment je fais pour moi me faire cogner dessus et cogner un peu plus, quoi. Tout en souffrant cardiologiquement. Et est-ce que t'as l'impression de réussir à être un peu plus dans le moment présent, du coup, dans la vie aussi en général, ou pas? De toute façon, c'est un exercice que je fais depuis pas mal de temps, d'essayer d'être dans le moment présent. Après, c'est un exercice qui est jamais acté, c'est-à-dire t'y arrives mieux à des moments. J'accepte mieux les moments où j'y arrive pas. Okay. Et surtout, ce qui est bien dans le sport, c'est que du coup, je me dis, j'ai des moments où je vais y arriver. Ça marche à chaque fois, et du coup, c'est une petite bouée où tu sais que, en fait, possiblement, tu te laisses plus la possibilité de pas l'être de la matinée, parce que tu sais qu'à 11h, tu vas aller faire ton sport et que tu vas être refocus, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier amour avec la musique? Premier amour avec la musique. Si tu t'en souviens, si tu sais d'où ça vient, si tu sais comment c'est arrivé. Ça remonte à loin parce que moi j'ai fait le conservatoire, que j'ai commencé très petit la musique, mais je sais qu'en tout cas mon premier amour dont je me souviens un peu plus peut-être, c'est un moment où j'allais pas bien, effectivement, où j'étais ado, où j'allais pas bien et que j'ai commencé à prendre une guitare parce que je faisais du violon au conservatoire. Ah ouais. Et tu savais pas, tu vois, au bout de 10 ans, c'est un classique pourtant. Et que juste en étant ado, en prenant une guitare, j'ai fait plus la musique que moi j'avais envie de faire, ou en tout cas je me suis mis à chanter. J'ai fait de la guitare pour pouvoir chanter en fait dessus, et que ça c'était chouette. Et puis je me suis laissé très vite aller au plaisir d'écrire mes propres chansons, qui étaient absolument nul à chier, mais qui était un plaisir qui était très fort à 15 ans, de se dire ça c'est ma chanson, c'est moi c'est mes mots, c'est ma mélodie, c'est moi qui ai fait cette chanson. Donc je l'ai fait de manière très naturelle, là où je pense qu'il y a des gens peut-être qu'ils le font plus tard et du coup qui se posent plus de questions, alors que quand tu le fais quand t'as 14 ans ou 15 ans, il y a un truc un peu spontané, un peu mignon, un peu genre tu te regardes moins le faire et t'es juste en mode oh c'est ma chanson, trop bien, tu vois, genre. Trop bien. Et t'arrives encore à créer en ayant un peu cette même innocence, ou plus du tout maintenant que c'est devenu un vrai projet pro et... Oui, si, moi je prends toujours énormément de plaisir à être dans mon petit studio. Là on est dans le salon, donc j'ai un tout petit studio à moi dans ma chambre. Je trouve ça toujours aussi magique d'être sur mon logiciel, de créer des lignes de base, de créer des petits accords, de voir une chanson naître sous moi qui tourne dans ma chambre avec l'instru en boucle en me disant c'est quoi les bonnes paroles, à chercher des top lines, à me dire qu'est-ce que ça projette cette mélodie de voix, qu'est-ce que ça projette ces paroles-là, comment est-ce que j'arrive à mieux situer mon propos, à être encore plus fort avec peu de mots, à faire passer les images que j'ai envie de faire passer. Je trouve ça toujours aussi magique. Donc je prends toujours autant de plaisir, je trouve ça toujours aussi magique. Ok, trop bien. T'as tout de suite, à 15 ans, là, quand t'as commencé à composer pour toi... Ça s'appelait Sing for You, la première chanson que j'ai faite. J'adore. Putain. Attends, t'as des traces de ça ou pas? Et oui, c'est ce que j'en ai déjà parlé. Et en fait, il se trouve que c'était une chanson pour mon amoureuse de l'époque, que tu connais, qui s'appelle Lilou, qui est aujourd'hui ma meilleure amie. Et donc, elle me l'a renvoyée. Donc oui, il y a une trace. Et cette chanson existe parce que j'avais eu la chance de l'enregistrer, parce que mon père faisant un peu de musique, il l'avait enregistré à l'époque. C'est une catastrophe totale. C'est une honte nationale. Mais moi, je suis du genre à assumer un peu. C'est important quand t'es un artiste d'assumer aussi tout ce que t'as fait un peu cringe, tout ça et tout, parce qu'en fait, sans toutes les créations un peu cringe, il y a pas la belle création. Ben oui. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance, notamment, j'imagine qu'on va y venir, avec les réseaux, à oublier qu'en fait, si t'es pas un peu cringe, si t'es pas un peu nul, si t'es pas un peu, t'es jamais bon, en fait. Et les réseaux ont tendance à gommer ça de plus en plus. Ouais. Et on accepte de moins en moins le cringe, parce que tout de suite, en fait, on se fait retoquer en mode, il y a plein de gens pour donner leur avis dès les premiers instants où tu crées. Et je pense que ça a en même temps des super côtés, parce que ça permet à plein de gens de faire voir leur art et tout. Et en même temps, je pense qu'il y a plein de gens aussi qui sont empêchés parce qu'en fait, ils essayent un tout petit peu, puis ils le mettent directement sur le réseau, et puis t'as la sentence qui tombe un peu vite, alors que t'étais pas prêt à prendre la sentence, forcément. Tu trouves qu'on devrait calmer un peu le jeu, là? C'était hyper intense. Tu penses qu'on devrait calmer le jeu un peu avec les réseaux, justement, là, Qu'est-ce que ça veut dire, calmer le jeu avec les réseaux? Bah, c'est un peu... Tu peux pas calmer le jeu, tu peux pas... Non, il faut aller avec. Il y a pas de jeu à calmer. Tu peux pas aller contre le sens de
de l'époque. Enfin, tu peux, si tu veux, d'ailleurs, t'ostraciser. Oh là, j'arrive pas à le dire. On a compris. Le fait d'être ostracisé. Non, je suis dyslexique. Tu peux vivre dans une autre temporalité, dans un autre monde. Tu peux le faire personnellement. Après, tu peux pas te dire, genre, je vais changer les choses, il faut qu'il y ait moins de réseaux, machin et tout. En tout cas, pour moi, je pense que ça veut pas dire grand chose, dans le sens où les gens les consomment, moi le premier, et puis, en fait, surtout quand tu t'es un artiste, tu peux pas exister sans réseau. Si t'en as besoin. Ok. Est-ce que tu as des souvenirs, des moments marquants de ta vie d'artiste? Genre, t'en as forcément? Elle appelle. Est-ce que t'en as particulièrement qui sont genre les plus forts et les plus... Oui, j'en ai des très forts, évidemment, parce que quand t'es musicien, quand t'es chanteur, quand tu fais du spectacle vivant, en tout cas, il y a des moments forcément très forts de communion avec le public, des moments qui sont en fait finalement toujours un peu plus significatifs ou un peu plus forts que des moments en studio ou des moments de clip ou des moments de tournage, parce que c'est vrai que tu remplaces pas l'émotion du live, quoi. Et donc oui, j'ai pas mal de souvenirs de live assez marquants. Le dernier, peut-être, c'est mon dernier concert à l'Olympia, qui est un truc assez contrasté, donc c'est peut-être bien d'en parler comme ça, parce qu'en fait, j'ai été extrêmement angoissé toute la journée, pour plein de raisons. Mais en tout cas, c'est vrai que ça existe aussi, même pour un artiste comme moi, dont c'est le métier depuis quasiment 10 ans, qui a déjà fait pas mal de grandes scènes. En fait, l'angoisse avant de monter sur scène, avant un show important, elle continue à exister, elle peut exister très très fort, et c'était le cas ce jour-là. Donc j'ai vraiment passé la journée à me dire, mais je peux pas monter sur scène ce soir, quoi. Je me sens pas capable, je me sens tout faible à l'intérieur, je me sens pas là, en fait, genre complètement déconnecté des gens qui me parlent. T'as l'impression qu'ils te parlent un peu en bulle, et toi tu te dis genre, attends, mais là j'en suis là alors qu'il est 15h, je viens de passer mes balances à voir les gens un peu comme des ombres, et genre ce soir, genre je dois faire un concert. Et tu te dis, je peux pas, je vais m'en aller, les gens vont pas comprendre, mais tant pis, tu vois, genre, moi, je veux pas faire ça, en fait, genre. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'étais vraiment très angoissé, puis je suis monté sur scène, et en fait, tout s'est en allé, et j'ai passé un concert sans être stressé, alors même que j'ai dû gérer, en plus, une énorme galère de technique, tu vois, qui est un truc assez dur à gérer quand t'es sur scène, où il y a une interruption qui était pas du tout de mon fait, machin. Et en fait, pour le coup, c'était assez ouf de me rendre compte à quel point, genre, une fois sur scène, j'ai plus du tout été stressé. Et ça veut pas dire que t'es jamais stressé sur scène, parce que par exemple pour ma Cigale qui avait eu lieu je sais pas, 1 an avant ou un truc comme ça a été exactement l'inverse. J'ai passé la journée à me dire, oh trop bien, je fais la Cigale ce soir, aucun stress, putain je suis vraiment une resta, genre Cigale c'est rien pour moi, nana. Donc en fait j'ai passé ma journée à pas du tout être stressé, et je suis monté sur scène, je me suis pris un choc de stress énorme, et du coup j'ai moins bien réussi mon concert, parce qu'en fait je me suis fait submerger une fois sur scène. Ok, et t'as été vraiment submergé ou pas? Je me suis senti submergé, un peu tangent, et un peu mode bébé crise d'angoisse, en mode genre waouh, attends, c'est quoi mes paroles déjà, machin, j'étais plus, tu vois là. Alors que l'Olympia c'était exactement l'inverse, j'ai passé toute ma journée à stresser, mais sur scène j'étais sûr de moi, j'oubliais pas mes paroles, je savais où j'allais, je savais diriger la scène, quoi. Est-ce que t'as eu un moment dans la journée où tu t'es dit j'arrête, genre est-ce que pour de vrai, parce que tu te disais je peux pas le faire, mais est-ce que tu te disais quand même quoi qu'il arrive je vais aller au bout et je vais le faire, ou est-ce que t'as un moment où tu t'es dit vas-y j'annule? J'ai rien à me dire, j'ai pas le choix, parce que j'ai pas le choix vraiment. Puis en fait dans ces journées-là il y a le public qui vient, mais il y a aussi ta famille, tes amis, tout ce que tu dois organiser, puis tu vois ton nom, on te dit faut faire la photo devant le truc rouge, et puis donc en fait tu fais tout ça. En plus, quand même, là, c'est là où l'expérience est importante, où en te disant, bon, a priori, mon show, je le connais, je sais que je suis un angoissé, je suis en train de faire 10 000 crises d'angoisse par minute, mais en fait, genre, c'est c'est comme ça, tu vois, genre. Donc, en fait, tu te rassures parce que t'as l'expérience de te dire, je savais que ça pouvait bien se passer. Ouais. Et surtout, là où j'ai été peut-être intelligent à un moment donné, c'est que pour la dernière partie de ma tournée, j'avais décidé de commencer mon show en guitare-voix. Et ça, c'est un truc où tout le monde m'a dit, oh là, le risque que tu prends, puis c'est pas trop toi, et puis machin. Tout le monde m'a un peu dit, c'est une idée à la con, tu vois. Genre. Et moi, j'ai tenu ce truc-là en disant, ça va être beau et tout. Et en fait, j'ai adoré ça. Sur la dernière partie de ma tournée, j'ai vraiment commencé mes choses qui est inhabituelles, ce que j'avais jamais fait avant, tout seul, avec une guitare et un micro. Et en fait, cette espèce d'intimité, c'était quelque chose qui me mettait toujours bien en commençant mon concert, parce que j'étais tout de suite dans une émotion
très intime avec le public, et du coup, genre, ça me rassurait d'une certaine manière de commencer comme ça. Et là, ça me l'a fait x100 à l'Olympia, où en fait, j'étais angoissé, mais je commençais par une chanson pour dire que je suis quelqu'un d'angoissé en guitare-voix, tu vois. Donc, il y avait un truc qui correspondait complètement à mon mood, là où, en fait, quand tu montes sur scène en étant angoissé, que tu dois tout le temps te faire, vas-y, grosse guitare électrique, up tempo, et t'es en mode genre, gros stuff, alors qu'en fait, non, c'est pas du tout gros stuff. Alors que là, tu commences tout discrètement, et puis le truc s'ouvre, et en fait tu sens que toi tu t'ouvres avec l'instru, avec les musiciens qui sont dévoilés par le rideau, et que la drum elle rentre, mais elle rentre dans un espèce de truc un peu épique où toi t'as passé 2 minutes 30 sur ta petite guitare, et tu sens l'ouverture, quoi. Donc en fait c'est juste que j'avais pensé mon show un peu, enfin qui collait à l'état émotionnel dans lequel j'étais. Ouais, t'as réussi à trouver le moyen de t'auto-piéger pour que ça se passe bien, quoi. Exact. Enfin, c'était pas un piège, du coup, c'était juste, je me suis fait un peu confiance, et genre, et en tout cas, à l'Olympia, ça me l'a fait vraiment très fort de me dire, genre, mais heureusement que je commence par un guitare-voix. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça que je veux, là. Je veux commencer en disant, genre, avec un petit filet de voix, avec mes 4 accords, et en mode, tu regardes le public droit dans les yeux, et voilà, quoi. Ok. Et tu vas faire des grosses dates cette année? T'es allé les festivals de l'été et tout? Non, pas du tout. Là, je suis en pause, du coup. Je suis en pause. J'ai tourné pendant 2 ans et demi sur mon premier EP, mon premier album, sans trop m'arrêter. Pas avec énormément de dates non plus, mais sans trop m'arrêter. Donc là, depuis que j'ai repris ma carrière en solo, c'est la première fois que j'ai une vraie pause. Ouais, ça te fait quoi, ça? J'en avais besoin. C'est-à-dire que quand je suis sorti de cette Olympia, qui était du coup la dernière date, si tu veux, j'ai senti qu'il y avait un truc qui s'était libéré, où ça me pesait, et que j'avais besoin d'une pause absolument. Et du coup, il y a eu un énorme poids qui s'est genre soulagé. Et où j'ai compris que c'est parce que j'avais un peu forcé un peu trop longtemps. Ouais. Sur cette tournée, sur cet album, sur cette période-là de transition, et qu'il fallait que je passe à autre chose, quoi. Ok. Donc là, c'est cool, quoi. Là, t'es léger, là. Ouais, alors ça, c'était il y a quelques mois déjà, donc j'ai eu le temps d'être léger, et puis de me dire, c'est quoi mon deuxième album, d'être à fond. En tout cas, en ce moment, je suis à fond en studio, à fond dans la création, et ce qui est chouette, c'est que j'ai que ça à faire. Et que ça faisait longtemps que j'avais pas eu que ça à faire, de me dire, genre, juste, je fais de la musique, je travaille avec des gens, je pense à mes chansons, je pense à mon album, comment il va être le mieux, et j'aime bien. J'adore ce moment-là où je suis juste en mode à réfléchir à mes morceaux et à avoir du coup du temps pour moi, parce que même si je bosse beaucoup, ben c'est pas des dates, c'est des trucs que je peux décaler si j'ai vraiment un souci X ou Y. Enfin, ça reste ma temporalité à moi, alors que dans une période de promo ou de tournée, ben c'est plus ma temporalité à moi. Il y a des trucs que je suis obligé de faire. Et je déteste avoir des impératifs. Genre, c'est vraiment un truc qui m'angoisse. Ok. Et donc ton moment préféré, finalement, toi, c'est plutôt la création? Bah, là, en ce moment, je vais te dire ça parce que j'ai bouffé 2 ans et demi de scène, que la dernière tournée a été fatigante. Mais en réalité, en tout cas, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les moments les plus impactants, ça reste les moments de scène. Donc, j'ai toujours cette envie-là d'avoir ces moments-là, peut-être en m'imposant des tournées un peu moins grosses, en me disant, bah, en fait, j'ai plus tellement envie de faire des concerts dans des conditions un peu nazes, ou de faire des concerts pour avoir des grosses tournées, mais plutôt de bien choisir les spots et d'en faire moins, mais du coup, de plus les kiffer. Ok. Mais en tout cas, oui, cette période de création, je l'aime beaucoup. Et est-ce que tu les vivais de la même manière, les concerts, quand t'étais avec Thérapie Taxi, donc en groupe, même si bon là t'es quand même sur scène, t'es pas tout seul, mais que là quand t'es avec Zawi, est-ce que le stress était différent? C'est quoi le... Non, le stress était pas vraiment différent parce que mon rôle était à peu près le même, c'est-à-dire que ce soit dans Thérapie Taxi ou avec Zawi, c'est moi qui devais leader le show. Oui. Donc c'est moi qui faisais les interventions, c'est moi qui donnais le tempo. Donc là, c'est à peu près la même chose. J'avais un peu de soulagement parce que Adèle prenait le relais sur certaines. On était comme un duo, et du coup, il y avait des moments où je pouvais un peu plus souffler, où je savais que j'avais des moments où. Donc là, c'est un peu plus intense d'être moi tout seul en frontline tout le temps. Mais grosso modo, sur Thérapie Taxi, c'était quand même moi qui impulsais le rapport au public, qui donnait un peu le tempo du truc. Donc ça n'a pas changé énormément de choses. Okay. Et c'est rigolo, j'avais en question, t'es anxieux, toi? Tu l'as dit à peu près 15 fois depuis le début. Mais plus qu'avant, c'est parce que j'ai reconnecté à mon côté anxieux. T'as reconnecté avec ton côté anxieux? Ouais, c'est une période de ma vie, depuis quelques mois, où je reconnecte avec mes petites faiblesses anxieuses, là où j'ai pu avoir d'autres moments où j'étais plus
plus solide vis-à-vis de ça. Ok, comment t'as reconnecté avec cette partie anxieuse? Oh là là. Voilà. Okay. Voilà. La vie, quoi. Voilà. Ok. Et ton anxiété et toi, ça va? Vous dialoguez bien? Oui, bah, pour le coup, moi, je suis pas très inquiet de mon anxiété. Okay. Elle est toujours porteuse de messages et elle me fait aussi aller bien. Je suis un plus anxieux, mais je vais mieux. Parce que justement, ça me permet d'être plus à l'écoute et de faire des bonnes décisions. L'anxiété, elle est toujours là pour quelque chose. Elle t'aide à te guider aussi. Il faut pas la traiter comme quelque chose d'inutile. Je la regarde pour ce qu'elle est et je me dis, ok, qu'est-ce que tu racontes de moi? Quelles sont les limites que j'ai atteintes avant, que tu veux plus que je dépasse? Je les entends, ces limites-là, et tu me forces à les respecter, oui. Donc merci pour ça. C'est pas mal, c'est hyper adulte. Waouh. Ok, trop bien. Ça t'arrive de vouloir abandonner ou pas? Encore maintenant? Non, moi maintenant, je crois que ça c'est aussi une question d'expérience beaucoup. Je connais ce sentiment-là d'abandon, je connais ce sentiment où t'en peux plus, où tu te dis c'est trop, j'y arrive plus, je suis dépassé, et ça c'est un truc que l'expérience te permet de gérer avec plus de calme, en disant mais en fait c'est normal de vouloir abandonner, c'est normal de te trouver merdique, c'est normal d'avoir passé genre je sais pas 2 semaines sur une chanson en pensant que c'était un tube pour te rendre compte qu'au final c'est une grosse merde. Ça fait partie du process en fait. Ouais. C'est même sain. Et donc voilà, il y a des moments où je suis chahuté par ça, où j'ai l'impression notamment que il y a beaucoup d'artistes qui font beaucoup de choses bien, et peut-être que moi ça se transforme plus en est-ce que t'as vraiment encore quelque chose à apporter, à dire, à faire, parce que tu vieillis, parce que t'as été dans le coup à un moment donné, mais tu l'es moins, et ça c'est un fait. Et comment est-ce que tu arrives à réinventer ton art en étant un peu moins dans le coup et en faisant tout le temps quelque chose qui t'intéresse toi, mais qui te trahit pas non plus, et que t'essaies pas de faire du jeunisme en permanence, tu vois, genre. T'as essayé ça, tu t'es posé la question à un moment ça de genre s'adapter plus? Ça fait partie des zones d'exploration. Ouais. Mais c'est bien d'avoir le temps quand t'écris un album de te dire bah tiens, ça c'est par exemple l'hyper pop, c'est quelque chose qui m'attire vachement, je vais essayer de le faire, puis en fait tu le fais un peu, puis tu te dis bah non, c'est pas moi, en fait l'hyper pop c'est super, mais ça reste une musique plutôt d'ado, et je suis plus un ado, tu vois, donc à un moment donné ça bloque, ça coince, je peux pas faire ça moi en fait. En tout cas moi c'est le constat que j'ai fait en me disant bah si t'adores écouter cette musique, tu la trouves intéressante, tout ça et tout, mais tu arrives pas à le faire bien. Et d'ailleurs ça m'est arrivé plein de fois, tu vois, d'essayer de faire un peu de techno, non, c'est pas moi non plus. En fait, je dois faire de la pop parce que c'est ce que je sais faire. Et après, je dois réfléchir à comment est-ce que je la fais le mieux possible. Et pour le coup, ma réflexion de dire, bon, j'ai envie d'aller sur un truc un peu plus rock, tout ça et tout, ça, je me suis dit, oui, ça, c'est moi. Ça, oui, ça, c'est mes rêves. Ça, c'est un truc dans lequel je me sens à l'aise, que j'aime bien. Quel kind of rock j'ai envie de faire. Enfin, c'est des réflexions qui sont en fait enrichissantes, intéressantes, et pour qu'elles soient bien menées, il faut essayer des choses un peu parfois loin pour te rendre compte que c'était pas ton truc. Je sais pas. Mais pour revenir à ta question, je suis beaucoup plus serein parce que j'ai conscience qu'un jour certainement je me dirais bah ça y est, j'ai plus envie de faire ça. Et tu penses que ce jour-là ce sera ok pour toi de te dire ciao bye, ou est-ce que je pense que j'aurais toujours envie d'écrire des chansons, mais qu'à un moment donné j'en aurais marre que ce soit mon métier, et que je me dirais juste tiens bah là le sens de ma vie c'est plus trop celui-là. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas je sais que j'aurai toujours autant de plaisir à me dire bah, peut-être pendant 2 ans du coup c'est plus mon métier, j'écris plus de chansons, mais je sais encore à peu près m'enregistrer, et donc si tout d'un coup il y a une bonne idée de chanson qui vient, j'aurais envie qu'elle existe, et puis si j'ai les moyens j'aurais envie qu'elle existe bien, donc je la ferai de manière professionnelle, même si c'est pour pas forcément la vendre ou dans le cadre d'un contrat avec un label quoi. Ok, je vois. Et ton label, ils sont ouverts avec toi et à l'écoute de des différents styles que tu peux avoir envie de tester, de tes expériences, du fait de vouloir par exemple ouvrir un concert en guitare-voix alors que c'est pas l'idée, etc. Ou c'est toujours c'est des combats? Il y a des combats, après c'est pas pour mal parler, c'est comment ça se passe en fait une fois que t'as un artiste qui est signé, qu'il y a plein de monde qui tourne, ça se passe très différemment en fonction de là où t'es signé. En réalité, moi j'ai quand même la chance d'être avec des gens qui m'écoutent beaucoup, qui me font confiance, parce que c'est aussi les rapports label-artiste, ils sont quand même vachement pourris par le fait qu'il y a pas mal de gens qui sont pas sains dans ce milieu-là. Ils sont de moins en moins grâce à ce qu'on connaît de notre époque et tout, et grâce au fait qu'il y a pas mal de gens qui chient dessus pour plein de raisons. Mais quand même, ça reste
un milieu où il faut être très attentif de l'entourage que tu te crées et de avec qui tu travailles, et parfois c'est compliqué d'être attentif. Après, si je veux essayer de me mettre un peu de l'autre côté, je pense que le label, il a aussi besoin de garantie de confiance, et que un label qui va t'écouter, c'est aussi un label qui a confiance en toi, et que la confiance, comme dans n'importe quelle relation, ça se crée, ça n'est pas là, ça tombe pas du ciel, quoi. Après, aujourd'hui, tout ça est quand même vachement obstrué par la politique du chiffre. Et en réalité, dans la musique, comme dans le cinéma, j'imagine, ce qui fait foi, de toute façon, c'est combien d'albums tu vends, combien de places de tickets de concerts tu vends, combien de streams tu fais. Donc, en fait, ça, c'est un peu une foi inébranlable où tu peux avoir tous les beaux discours du monde sur la créativité et tout. En fait, ce qui gagne à la fin, c'est j'ai du pouvoir si je vends, et j'en ai pas si je vends pas, quoi. Et est-ce que, entre le passage de Thérapie Taxi à Zawi, t'as eu envie d'arrêter? Non. Jamais? Très, très peu. C'était un passage tourbillonnant pour moi, mais je crois que j'ai dû me poser la question 4-5 jours, pas plus. Je me suis vraiment posé la question, et je me suis dit, pas du tout, j'ai pas du tout envie d'arrêter, en fait. Ouais. Ça te manque parfois? Thérapie Taxi? Ouais. Non. Je sais pas, c'est un non qui vient du fond du cœur, parce qu'en fait, c'est compliqué d'imaginer qu'un truc te manque. Enfin, tu vois, j'ai toujours du mal à projeter, tu sais, des trucs comme ça. Est-ce que tu préfères, machin, je sais pas. C'est un non. Oui. Ça peut me manquer, le succès qu'on avait, la place sociale que ça m'a donné, la puissance que j'avais à l'époque d'être dans un truc qui marchait aussi bien. Il y a une certaine notion de puissance et de pouvoir qui peuvent me manquer, mais du coup, j'ai conscience que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, alors que il y a un équilibre, un équilibre de vie, un équilibre de relations, tout ça et tout, qui est plus ancré aujourd'hui, et donc qui est peut-être plus important. Donc c'est pour ça que je te réponds non. Oui, c'est qu'aujourd'hui, même si ça serait te mentir de dire c'est juste non, c'est pas juste non. Il y a des choses qui peuvent me manquer, et il y a évidemment des choses qui sont très attirantes dans le succès, qui sont des choses avec lesquelles j'ai moins de rapport aujourd'hui, où je suis plus lointain. Tu vois, si demain tu me dis que mon deuxième album a beaucoup plus de succès que le premier, je vais pas cracher dessus. Je te dirais avec plaisir. Oui, logique. Est-ce que tu sais, pardon, je reviens très en arrière dans ta vie de musicien, est-ce que tu sais quand t'as vraiment pris la décision de devenir musicien pour de vrai, quand t'as décidé d'en faire ton métier, pardon? Et j'ai jamais vraiment décidé ça, et je crois que c'est ça qui est bien, c'est ce que je dis moi souvent. Je sais pas, des artistes on dirait que j'ai plein d'artistes qui débutent autour de moi, mais non, mais en fait, je pense qu'effectivement, je l'ai en même temps beaucoup pris au sérieux et jamais pris au sérieux. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, fais ça aussi bien que tu peux le faire, parce que en fait, t'as envie que ce soit bien, toi. T'as envie que ce soit crédible quand tu le fais écouter à tes potes. T'as envie de. Et en fait, j'ai pris la décision. J'ai pas pris de décision, ça c'est juste les trucs qu'on fait qu'à un moment donné je pouvais plus avoir mon taf à côté et et faire de la musique, et qu'en fait naturellement du coup je me suis dit ouais, ça y est, c'est mon métier, waouh, incroyable quoi. Comme je suis quelqu'un de très anxieux et de très pessimiste, j'ai passé mon temps à dire faut back up le truc quoi. Je suis pas du genre à me lancer en disant demain je vais être une maxi star, je peux tout lâcher, tu vois. Je suis trop anxieux et pessimiste pour ça. Donc en fait, je me suis toujours dit comment je paye mon loyer, c'est cool ce qui se passe, mais comment je paye mon loyer, tu vois, genre. Donc en fait, j'ai toujours eu cette logique très terre à terre de il faut que je paye mon loyer parce que c'est important. Bah ouais. Et comment tu payais ton loyer à l'époque, justement, quand t'avais j'étais pion dans un collège, mais c'était bien parce que du coup j'étais à mi-temps, plus il y avait les APL, plus il y avait la prime d'activité, toutes ces choses pour lesquelles on remercie d'être français. Et du coup ça permettait de survivre avec un espèce de mi-temps et d'avoir beaucoup de temps pour la musique. Donc en fait c'était un peu un deal où je m'étais dit tu verras si ça marche, et puis t'as ce taf là qui est assuré pendant 2 ou 3 ans, je sais pas, autant de temps que tu veux en fait, qui te laisse du temps pour la musique. Donc fais les deux, parce que financièrement tu vas réussir à survivre, et qu'en même temps ça te laisse beaucoup de temps pour la musique, pour créer, pour faire ta vie. Très bien. Et est-ce que quand t'as décidé, mais est-ce que t'as toujours été soutenu par ta famille dans le choix de faire ça? Ouais, franchement ouais, mon père est artiste, donc ça aide beaucoup. Ouais. Mais globalement, j'ai pas de souvenir de gens de ma famille qui me dit t'es en train de péter un plomb, quoi. Ok. Vis ta vie, ok, bon. Non, oui, ils étaient plutôt soutenants, ouais.
Ok. C'était pas non plus des gens à dire tiens voilà 10 000 balles enregistre ton album, tu vois. Non, c'était genre vas-y, oui ouais bon, pourquoi pas, bah vas-y essaye. Enfin ils étaient assez confiants. Ma mère a toujours été très confiante, je sais pas pourquoi, elle m'a dit je sais pas comment mais tu vas te démerder. Mais dans la vie tu vois, même quand j'avais des mauvaises notes à l'école et qu'elle était super vénère parce que et elle finissait toujours sa colère par dire je sais que tu vas te démerder, je sais pas comment mais tu vas réussir à te démerder quoi. Donc il y avait un truc un peu comme ça où voilà, et en même temps ils étaient pas non plus très maxi fans. Enfin, en même temps tu te rappelles de ce premier succès qui était plein d'insultes, donc ils regardaient ça un peu de loin en se disant bon est-ce que ça vraiment ça peut marcher, bon pourquoi pas. Puis après j'ai commencé à les emmener un peu à droite à gauche, à France Inter machin, et puis du coup là tout d'un coup tu crédibilises un peu le truc et puis ils commencent à se dire ah oui quand même finalement ça marche ton truc, finalement il y a quelque chose quoi. C'est difficile d'être et papa et musicien à ton niveau, à toi tu vois, parce que c'est pas non plus un hobby, c'est que c'est vraiment ta vie, et là par exemple t'as passé 2 ans et demi à beaucoup tourner etc. Est-ce que c'est... Ouais mais en fait ça va, hein. Beaucoup tourner, faut s'entendre. Hein. C'est-à-dire que déjà quand t'es un artiste français, tu pars, à moins d'être vraiment très très connu, tu pars pas beaucoup à l'étranger. Oui. Donc quand tu tournes beaucoup, ça veut dire que tu tournes du jeudi, vendredi, samedi, maximum 4 jours par semaine sur 4 mois, tu vois. Parce qu'à un moment donné, ça y est, tu les as faites quoi, les salles de France quoi. C'est pas non plus immense comme pays, donc non, ça se cumule bien. Moi je trouve que on a tendance à croire que les artistes ont un emploi du temps qui est pas adapté aux enfants, alors que moi je pense qu'en fait ils ont un emploi du temps qui est pas mal adapté aux enfants. Oui, parce que tu peux toi faire un peu tes journées comme tu veux aussi, donc tu fais tes journées comme tu veux, tu peux un peu te greffer aux vacances scolaires. En tout cas, dans ma position à moi, je peux vraiment organiser mon travail autour de la garde de mon fils. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui a un boulot plus traditionnel. Et moi, je sais que je peux vraiment m'adapter pour passer du temps avec mon fils et je peux le décider et personne ne décide à ma place si je considère que passer du temps avec mon fils est plus important qu'une interview. Et ben, c'est comme ça. Et c'est chouette. Parce qu'il y a plein de fois où je l'ai considéré, j'étais très content de me dire, non, mais cette interview, je m'en bats les couilles, je préfère largement faire une journée avec mon fils, quoi. Trop bien. J'ai la chance de pouvoir faire ça, alors que quelqu'un il peut pas dire, non, mais cette journée de taf, là, je m'en fous, je vais plutôt passer du temps avec mon gosse. Non, et puis, je sais pas, il y a un truc plus adapté à l'enfance dans une vie d'artiste où du coup, tu dois même quand t'as des contraintes, tu te dis, bah, là, je vais l'emmener avec moi, donc il y a un truc un artiste, tu vois, il développe aussi des trucs qui vont avec l'enfance, de l'émerveillement, de cette capacité d'adaptation, parce que les enfants sont hyper adaptables en réalité. Enfin, ça dépend comment tu les éduques, mais ils sont toujours assez friands de nouvelles expériences. Donc en fait, il faut juste pas se freiner aussi en se disant, bah si là j'arrive pas à tout faire rentrer, bah viens avec moi et puis voilà quoi. Et tu lui as demandé déjà à ton fils s'il aimait bien ta musique ou pas? Il adore. Il adore. Bah je lui fais, c'est marrant parce que je lui fais vraiment, et c'est presque une oreille de validation, tu vois. Ah, j'adore. Et donc du coup je lui fais écouter mes nouveaux morceaux, je lui dis ça t'en penses quoi? Alors comme il adore un peu tout, il y a différents j'adore. Donc il y a des j'adore qui veulent dire ouais là je m'en fous, tu vois. Et maintenant d'ailleurs il finit par dire pas terrible, il sait dire pas terrible. Maintenant avant il savait pas trop, donc maintenant il dit moi bof, tu vois. Il me dit jamais c'est nul. Il est pas méchant, donc il me dit jamais genre c'est nul. Mais je vois et puis parfois genre vraiment il dit on la réécoute celle-là, on la réécoute. Et puis là je comprends qu'il a vraiment adoré. Il me demande qu'on l'écoute plusieurs fois. Généralement, ça sent bon. Enfin, je sais pas. En tout cas, je sais pas quoi en penser du coup. Parce que je suis en mode genre, ok, ça plaît vachement à mon gosse de 5 ans. C'est-à-dire que vraiment, je suis en train de faire de la grosse pop commerciale là. Mais bon, why not? C'est ce que le label me demande. Donc bon, au moins mon fils va aimer cette chanson, quoi. Après, évidemment, les gens un peu bobos parisiens vont dire, ah non, c'est quoi cette merde, cette soupe là? Bref, voilà. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts, quoi. Donc du coup, j'essaie de faire une chanson un peu weirdo derrière pour faire plaisir aux bobos aussi, quoi. Ouais, tu t'en fais un peu pour tout. J'essaye d'en faire pour moi, mais parce que moi-même je suis le cul entre deux chaises, entre les trucs ultra mainstream et les trucs un peu genre un peu référencés pop bobo parisienne quoi. Ouais. Donc j'essaie d'en faire, même pour moi, d'essayer de me faire plaisir sur les deux aspects quoi. Et t'as quelqu'un d'autre à qui tu fais valider tes sons qui sont plus bobo pop parisienne Oui, je prends un panel. J'ai fait une soirée d'écoute la dernière fois. J'ai invité mes potes ici. Je leur ai préparé des petites fiches. Est-ce que j'aime? Est-ce que je pense que ça va marcher? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Ah, pas mal. Et je leur fais écouter des trucs comme ça. Et puis en fait, c'est des gens qui ont des oreilles assez différentes en fonction de. Donc ouais, j'ai une partie de mes potes qui sont vraiment très mainstream où je me dis bon, si eux ils aiment, c'est qu'a priori ça peut passer en radio. Et une autre qui est en mode
qui est plus genre, ah non, plus France Inter, tu vois. Ok, oui. Donc eux, s'ils aiment, c'est genre, ah ça c'est une bonne chanson d'album, tiens, ça va crédibiliser mon projet, quoi. Okay, ouais. Et du coup, après, au final, pour créer ton album, tu fais un melting pot de tout ça, quoi. Oui, en gros, moi j'ai compris que pour un album qui marche, il faut essayer d'avoir 2 ou 3 cartouches radio et que des chansons un peu intéressantes derrière, quoi. D'accord. Pour faire un bon album. Et où il n'y ait pas de redondance, qu'il n'y ait pas de faux single. La hantise du faux single, c'est-à-dire qu'en fait, tu crois que c'est bien, mais en fait, c'est pas bien parce que c'est pas assez fort pour être un single, mais du coup, c'est trop lisse pour être une chanson d'album cool. Ok. C'est ce qu'on appelle un faux single. Et il faut s'en méfier. Très bien. C'est ça qui fait des mauvais albums. T'as des albums entiers où des gens essaient de faire des singles radio. Du coup, en fait, c'est inaudible quasiment. Tu vois. C'est très chiant à écouter. Voilà. Et toi, dans ta manière de consommer la musique, t'écoutes les albums en entier, vraiment, non. Tu prends le temps. Franchement, c'est très rare. Je vais pas te mentir, j'essaye, mais non. Non, moi, j'écoute les playlists et je me fais mes propres. Je suis très accro au fait de me faire mes playlists. Ouais. Donc, dès que j'ai une chanson, je suis toujours sur Shazam. Je cherche beaucoup, je digue beaucoup, j'écoute beaucoup les nouveautés. Et tout ça rentre dans des playlists. Okay. Puis ensuite, je laisse défiler comme ça. Et puis, je redécouvre des morceaux que j'ai écoutés qu'une fois. Et je suis en mode, oh, bien digué celui-là. C'est bien, ça, j'ai jamais le nom parce qu'en fait, j'ai juste chasamé une fois. Oui. Et poum, ça part dans une playlist. Mais je suis attentif à ce qui se fait. Et j'essaye de temps en temps d'écouter des albums. Mais en vérité, j'arrive jamais à aller au bout. Comme tout le monde, quoi. On a perdu en force d'attention. Donc, en fait, mon attention, j'y arrive si vraiment j'ai un transport et tout. Mais non, je finis toujours par faire un peu autre chose. Ouais. Même quand c'est vraiment des albums que j'attends en me disant, ah, tiens, je vais l'écouter par curiosité. Oui, t'arrives pas, je comprends. Moi non plus, j'arrive pas. J'essaie, mais j'arrive pas. Comment ça t'est venu l'écriture quand t'as écrit donc du coup le dernier sur la piste et même Pulsation? Comment ça t'est venu ça? Ça a toujours été un peu là. J'ai toujours un peu écrit depuis je sais pas, depuis presque 10 ans maintenant. Et puis tout d'un coup, je trouvais que c'était un bel objet d'accompagnement pour mon premier album, donc j'ai fait une petite version. Et ensuite, on m'a proposé d'en faire une version plus longue avec un éditeur. Et j'ai dit ok, vas-y, c'est chouette comme exercice, c'est nouveau, comme on disait tout à l'heure, c'est un truc nouveau, donc ça c'est chouette, j'aime bien les trucs nouveaux. T'as pas eu peur? Non, j'y mettais pas d'enjeu, donc j'avais pas peur. Globalement, j'ai pas peur dans la vie. Enfin, j'ai peur de plein de choses, mais j'ai pas peur de l'échec tellement. Ouais. Enfin, si, en fait, c'est faux, j'ai peur de l'échec. Mais où est-ce que ça se place? Oui, ouais, enfin, par exemple, mon bouquin n'est pas du tout une franche réussite, mais pour le coup, ça m'a pas tellement affecté parce que j'ai pris du plaisir à le faire et que moi, je suis content que ça existe. Oui. J'étais content de me dire, ah tiens, dans ma to-do, ouais, j'ai fait un bouquin, j'ai écrit un bouquin. Oui. Il vaut ce qu'il vaut, il a marché comme il a marché. En attendant, je sais que moi, je vais avoir de l'émotion à le relire dans 10 ans et que ça aurait été une photographie de ma vie à un instant T, quoi. Surtout que c'est vraiment exactement ça en plus, ce bouquin. Du coup, est-ce que la musique, l'écriture, tout ça, toutes les formes d'art que tu pratiques, en fait, est-ce que ça a quelque chose de salvateur pour toi? Oui, tu fais, de toute façon, les artistes, ils font ça pour ça, hein. Tu fais ça pour te sauver. Donc, en fait, tu fais ça pour t'élever, pour te sauver, pour t'exprimer, pour survivre, oui. Voilà, quoi. Et t'as pas eu peur quand t'as décidé d'écrire le bouquin qui est quand même, t'y vas, quoi? Tu mâches pas tes mots et tu racontes de façon très 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 honnête. Et en fait, j'ai pas eu peur pendant toute l'écriture et j'ai eu peur quand c'était trop tard. Je me suis dit genre je l'ai rendu à l'éditeur, c'était parti et tout, puis je me suis dit ah quand même hein. C'est vrai que là tu te fous bien à poil, mais c'était beaucoup trop tard, tu sais. Oui. Je me suis vraiment posé la question une fois que c'était trop tard. Et en fait non, parce que moi je suis plutôt quelqu'un d'exhibitionniste, donc en fait ça me dérange pas du tout. Oui. J'ai pas peur de me dévoiler aux yeux des autres. Je trouve que c'est toujours des manières de rencontrer les autres. Quand tu donnes de toi, les autres ont tendance à donner d'eux. Donc en fait, tu fais une rencontre qui est beaucoup plus qualitative parce qu'en fait. Et puis j'aimais bien le fait de casser aussi. J'aime bien l'idée de rentrer derrière l'artiste, de rentrer derrière l'image que t'as, que tu le veuilles ou non, quand t'es sur scène avec des lights qui t'éclairent bien, avec un micro qui met bien en valeur ta voix et que t'as cette position de domination puisque t'es sur la scène. J'adore le fait que tu puisses, pour les gens qui ont connu ma musique, qu'ils aient un livre qui leur explique un peu les ficelles derrière, mais pas les ficelles de qu'est-ce que c'est le métier, les ficelles de qu'est-ce qui se fissure, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui se passe dans le bien comme dans le mauvais. Donc j'aimais bien donner ça et puis surtout j'aimais bien tout simplement me dire que potentiellement il y a des gens qui vont lire ce bouquin et qui vont se sentir plus légers d'un poids de leur propre vie en se disant ce qui nous arrive à tous, tu vois, de se dire il y a plein de gens qui vivent des trucs aussi intenses que moi et en fait c'est ok puisqu'on est des humains et que du coup ça fait toujours du bien de lire un bouquin un peu introspectif qui te rappelle que les combats sont à peu près grosso modo les mêmes pour un peu tout le monde, quoi. Tout le monde.
Est-ce que en tant qu'homme, c'est plus difficile d'admettre tes moments de faiblesse et tes échecs? Pas en homme moderne parisien du 18e. Ouais, mais dans la vraie vie. Moi, c'est ma vraie vie, hein, Paris 18. Ouais, mais est-ce que t'as mis du temps, par exemple, à ça? Parce que un homme moderne, tu deviens un homme moderne. J'ai le sentiment que t'es pile à une rencontre de génération. T'es pas un 2000 non plus, tu vois. Donc, est-ce que t'as eu un chemin? Je suis pas Gen Z. T'es pas... De toute façon, c'est compliqué de répondre à ta question parce que t'as l'impression que non, et en fait il y a des trucs qui sont ancrés très profondément. Alors pour reprendre, t'as l'impression que non, que tu es un homme moderne et que du coup tu es connecté à ta sensibilité, tout ça et tout. Et en réalité, il y a toujours des trucs qui se jouent plus profondément sur la théorie du genre, tout ça et tout, mais je maîtrise pas tellement le sujet assez bien pour dire des choses très intelligentes là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a effectivement des réflexes de toute façon. Aussi déconstruit que tu sois, en tant qu'homme, pleurer, ça reste un truc qui peut te gêner en public. Moi, j'imagine qu'en tant que femme, en fait, c'est pas la folie non plus, mais que tu le veuilles ou non, en tout cas, il y a quand même des trucs qui sont très très infusés et qu'il faut continuer à déconstruire si t'as envie de le faire d'ailleurs, ou si ce que tu trouves intelligent pour toi de déconstruire en tout cas. Et il y a plein de choses qui pour moi ont été très intéressantes à déconstruire. Donc là, tu sens que c'est bon, t'es déconstruit. T'es un homme moderne du 18e arrondissement de Paris, artiste et... Moi, j'ai un rapport très ambivalent avec ça, tu le sais, hein. Je suis en même temps très déconstruit et en même temps... Non, si, en fait, je me protège de second degré, de blagues, de tout ça, mais évidemment que sur une échelle de 1 à 10, on va dire, je suis plutôt quand même très déconstruit par rapport à mon milieu, par rapport au fait que j'évolue dans le milieu social dans lequel j'évolue, que j'ai l'éducation que j'ai eue et qu'en fait, tout simplement, tout ça fait que j'ai eu beaucoup plus d'armes pour me déconstruire ou pour accéder à ce genre de réflexion que la plupart des gens. Et j'en suis plutôt content parce que je pense que la déconstruction, ça fait partie d'une forme de développement personnel qui finit par faire du bien et par te permettre d'accéder à des voies de bonheur un peu plus saines et un peu mieux, voilà. Mais j'ai de la chance d'être né au bon endroit pour ça, quoi. Ok. C'est quoi ton rapport à la fête? Parce que pour moi, et je vais aller plus loin plutôt, c'est qu'on a tous une image, j'ai l'impression qu'elle change un peu cette image, mais du musicien, artiste, qui fait trop la fête, qui boit, qui prend de la drogue, etc. Et c'est cool, et machin, etc. C'est quoi toi ton rapport à ça? Vaste question encore. Oui. Mon rapport, il a changé ces derniers temps. Mon rapport à la drogue, il a changé parce que, notamment, je suis plus sensible qu'avant et que j'ai décidé de changer mon rapport à ça. Parce que j'en avais besoin et parce que, tout simplement, il y a un moment donné où ça use. La drogue, c'est quelque chose qui use. Quand je dis la drogue, je mets un peu l'alcool dedans, qui est une drogue comme les autres, à part que le fait qu'elle est légale. Oui. Donc quand je parle de la drogue, il faut entendre aussi l'alcool. Comme ça permet d'avoir un truc plus. Donc c'est des choses qui m'ont énormément servi dans mon propos artistique. Que moi j'ai une fascination un peu poétique pour ces choses-là, parce que je trouve que les gens sont beaux, sont drôles, sont fascinants sous substance. Parce qu'ils sont un peu plus eux-mêmes et parce qu'ils créent des moments plus suspendus, plus inattendus. Donc, j'ai pas changé ma fascination pour ça. En revanche, j'ai un regard plus lucide sur qu'est-ce que ça crée comme souffrance, qu'est-ce que ça crée comme boucle, comme enfermement, comme... Et c'est vrai que moi aussi, j'ai tendance à l'associer beaucoup à l'art parce que je pense que moi, personnellement, je suis quelqu'un de touché par les artistes qui sont un peu ravagés et que d'ailleurs, je crame tout de suite, tu vois, les gens qui parlent de drogue dans leurs textes qu'on n'a jamais pris, ça s'entend à mille lieues, en fait. Et ça, c'est un truc qui me fait monter des énervements parce qu'en fait, c'est vrai qu'on le veuille ou non, c'est tout un schéma mental qui est très particulier auquel que tu connais pas quand tu n'y as pas été confronté. Du coup, c'est une forme d'appropriation culturelle, tu sais, genre les gens qui sont en mode genre ouais, alors qui sont passés pour je sais pas, tu vois, c'est quelque chose qui peut m'énerver parce que je me dis du coup en fait c'est creux ce que tu racontes parce que tu racontes des choses que en fait j'aime pas les gens qui racontent des trucs qu'ils ont pas vécu en fait globalement, ou j'aime pas les gens qui se donnent des fausses cassures ou des fausses profondeurs juste en se disant bah tiens parce que ça va être stylé pour
pour le personnage artistique que je suis, mais en fait très vite moi ça va m'éloigner de l'artiste en me disant genre je me fais pas prendre à ton truc quoi, t'essayes de tricoter sur des traumatismes que tu t'inventes parce que en fait malheureusement t'as pas assez vécu et du coup t'essayes de le compenser parce que t'as envie d'être ce genre d'artiste alors qu'en fait sois juste un artiste du coup qui parle de trucs très simples, de trucs un peu plus simples, en assumant le fait de parler de trucs un peu plus simples, en assumant que c'est pas si traumatisant que ça. En plus, c'est intéressant aussi, la simplicité. Oui, bien. Ça peut être intéressant. Enfin, voilà, bref, je digresse. Oui. Mais en tout cas, je sais que ma musique, jusqu'à présent, a été intimement liée à ça. Ça a traversé mes textes, ça a traversé mon personnage artistique, ça a traversé, parce que ça m'a traversé moi pendant ces 10 dernières années, parce que ça a été ma manière de faire la fête, et que ça a été ma manière ça a été un truc qui avait une importance dans ma vie. Et c'est vrai que petit à petit, je suis en train de m'en détacher, mais de manière sereine. C'est-à-dire que je pense que j'ai la chance de pas avoir besoin d'être abstinent. Ok, oui, tu peux réussir une fois de temps en temps. Et ça, j'ai vu des gens et je comprends. Il y a des gens qui ont pas le choix de se mettre dans une forme d'abstinence parce qu'ils sont soit parce que leur personnalité est foutue comme ça, soit parce qu'ils sont allés trop loin, soit parce que justement ils ont pas eu cette espèce d'anxiété qui les a parfois sauvegardés de leur addiction. Moi, quelque part, mon anxiété m'a toujours protégé et donc je suis jamais peut-être allé trop loin, ou en tout cas j'ai fait 2 gros bad trips, dont un, je parle dans l'année dernière, ce qui m'a quand même bien calmé aussi. Oui. Donc on pourrait dire que je suis allé trop loin. Mais pour l'instant, c'est un éloignement serein où en fait, je me rends compte qu'il prend une forme cool parce que je peux m'en éloigner sans être complètement abstinent. Oui, ok. Et justement, tu dis que c'est directement lié à ton personnage artistique un peu, et c'est vrai que c'est très présent dans tous tes sons, c'est très présent dans ton livre et tout ça. Là, de faire ton 2e album sans avoir ça, du coup, c'est différent. Alors, encore une fois, je peux pas spoiler, mais disons que j'ai un autre angle d'attaque qui fait que ça a moins d'importance. Ouais, ok. Mais en fait, mon 2e album, il sera quand même un peu traversé par ça parce qu'il sera pas complètement lié à mon histoire. Enfin, je sais pas. Il y aura encore un peu ce mood-là. Je pense que c'est vraiment sur le 3e album où là pour le coup. À moins que je te dise n'importe quoi et qu'en fait je me remette à consommer plein de trucs dans un mois, tu vois, ce qui serait très surprenant. Mais et puis surtout, je sais absolument pas de quoi sera fait mon 3e album, et c'est génial de pas le savoir. Mais en tout cas, ce 2e album, il est un peu traversé par les restes de ces trucs-là, mais c'est pas le sujet principal. Ouais, c'est pas. Quoi. Ok, ouais. Et t'as jamais eu peur de ça? Parce que moi, je sais que j'ai eu des périodes où je me suis dit, putain, peut-être que si tu te remettais des bonnes grosses caisses, t'aurais de nouveau des trucs à écrire. Alors, c'est pour ça que je te dis, je suis pas complètement abstinent. C'est que moi, j'ai mes propres défis. Chacun a les siens, et chacun met le curseur où il a envie de le mettre. Donc voilà. Je vois. Ok. On n'a pas trop parlé, nous, en vrai, de la partie financière de la vie d'artiste, mais tes plus grosses difficultés en tant qu'artiste, est-ce qu'elles ont été plutôt psychologiques ou financières? Non, psychologique, parce que financièrement, moi, j'ai eu la chance de faire un succès direct. Donc, en fait, du jour au lendemain, j'avais plus de problème de sous, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est trop bien. Je sais parce que je le vois. Une des grandes préoccupations des artistes, c'est comment survivre. Et moi, j'ai eu la chance de pas avoir cette question-là à me poser parce que le temps que je me demande, enfin, j'ai quand même passé ma vie d'étudiant et tout à me demander comment je survivais, mais je le vivais de manière très légère puisqu'on fait, c'était normal de se poser cette question-là entre 18 et 25 ans. Et puis, en fait, quand j'ai eu fini de me poser cette question-là, j'avais 25 ans et c'était mon premier succès. Et du coup, la vie, était différente, quoi. Mais, t'as quel rapport aux réseaux sociaux? Non, mais c'est intéressant le rapport aux réseaux sociaux. C'est quelque chose qui interroge quand même beaucoup. On peut pas se mentir et dire que ça nous intéresse pas en tant qu'artiste. Il y a des gens dans leur vie qui peuvent se passer un peu de réseaux sociaux. Et moi, je pense que j'aurais fait partie de ces gens-là si j'avais pas été un artiste. Ouais. Parce qu'en réalité, j'en ai pas besoin au quotidien. Moi, il y a plein de trucs sur vieux jeux. J'aime bien appeler les gens, j'aime bien laisser des messages vocaux, j'aime bien jouer aux cartes, voir les gens jouer aux cartes. Ouais. Donc en fait, moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'aurait, je pense, qui m'aurait pas tellement intéressé si j'avais pas été un artiste. Et en fait, je pense aussi parce que je vois
une partie de mes amis à qui je ressemble beaucoup qui s'en foutent royalement. Oui. Et du coup, j'imagine que j'aurais ressemblé. Mais quand t'es artiste, la question se pose complètement différemment, surtout que voilà, qu'on nous demande d'être des créateurs de contenu et qu'en réalité, c'est comme tout, tu peux voir le verre à moitié plein, à moitié vide, c'est-à-dire qu'en fait, être créateur de contenu, ça veut dire travailler vachement ta créativité. Donc il y a quand même un truc aussi agréable, un truc aussi de te dire j'ai les moyens aujourd'hui, je peux faire une vidéo avec mon iPhone et que ça fasse exploser mon son. J'ai pas besoin de radio, de machin, tout ça et tout. Donc j'ai les moyens de soutenir, d'être ma propre chaîne et d'être mon propre publicitaire en fait. Et j'ai les moyens de soutenir chacune de mes sorties en ayant juste une bonne idée et un iPhone. Oui, donc c'est quand même pas mal. Oui. Ça a du bon de le penser comme ça. Évidemment, ça a aussi du mauvais parce que c'est un vortex où tu te poses tout le temps la question de dire quelle est la bonne idée et que tu peux t'enfermer là-dedans et devenir un peu fou et un peu jaloux et un peu genre ah mince, j'ai fait ce son et je sais pas le mettre en valeur et j'ai pas les codes et puis je remonte 1000 fois une vidéo, enfin surtout pour notre génération, si tu veux qu'on s'inclue là-dedans, donc les millennials, donc la génération Y, qui avons beaucoup moins les codes que des jeunes artistes qui ont 23-24 ans, qui le font évidemment bien mieux parce qu'ils sont nés là-dedans et parce que ils ont des automatismes. Donc voilà, après, moi, j'ai vraiment suivi une grosse évolution sur mes 2 ans et demi de carrière solo là-dessus, où en fin de compte, j'ai l'impression d'avoir pris un peu plus le pli et de me juger un peu moins et de me dire je balance des trucs, ça marche pas, je m'en fous, quoi. Oui, juste tu fais parce qu'il faut le faire. Je fais des trucs, j'ai ma chanson, j'essaie de prendre du plaisir à la chanter en la mettant fort avec des copains qui chantent à côté, en courant un peu derrière un van, en étant chez moi, j'ai compris. Et puis en fait, j'en balance 10, il y en a peut-être une qui va marcher un peu mieux, puis je vais essayer d'avoir une réflexion stratégique artistique là-dessus, un peu intéressante avec des gens avec qui je m'entends bien et avec qui je vais prendre du plaisir. Donc c'est comme tout, c'est un moyen. Après, il a changé profondément la consommation, et il faut juste le comprendre, se dire bah en fait la musique est différente parce que le monde est différent et parce que les méthodes de consommation sont différentes, mais je pense que ça c'est tout le temps le cas. Oui. Quand tu passes du vinyle au CD, du CD à cassette. Donc oui, et après soit tu décides de te dire bah moi je m'en fous parce que la musique que je veux faire elle doit faire 7 minutes et doit y avoir une intro de 2 minutes 30, bah c'est ton choix, tu vois. Oui. Et tu penses que ça aujourd'hui c'est possible, un musicien il peut réussir à avoir une carrière en jouant pas du tout le jeu des réseaux sociaux? Oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. C'est très rare, mais je pense que ça peut être possible. Parce que la vérité, c'est que si toi tu le joues pas, mais que ta musique est excellente, il y a d'autres gens qui la joueront pour toi, le jeu des réseaux, en fait. Donc en fait, tu vois, genre il suffit que juste toi tu fasses ta musique et qu'il y ait quelqu'un qui soit influent, qui sache bien le faire, qui se dise ah cette musique je l'adore et qui la mette en avant et puis en fait toi t'as rien à faire. Bon, il faut beaucoup de chat. Ouais, en l'occurrence faut de la chance. Mais enfin non, il y a du talent. Enfin il faut plein de trucs, tu vois. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est que à chacun de trouver son équilibre là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut évidemment ça uniformise un peu la musique d'une certaine manière et à d'autres endroits ça l'uniformise pas parce qu'en fait du coup plus de gens peuvent s'exprimer donc il y a plus de manières de faire de la musique qui existent. Après justement si tu te rends compte qu'en fait t'as une espèce de musique Instagram qui est uniformisée, de ce que moi j'appelle les Instagrammeurs chanteurs qui font pas forcément de la mauvaise musique mais qui font de la musique Instagram, c'est-à-dire des chansons pop de 2 minutes 30 avec des sujets qui touchent les jeunes avec à peu près la même manière de chanter qui est pas trop dérangeante, qui est plutôt bien mais qui est pas non plus de la chanson lyrique. Enfin moi j'ai une idée très précise de ce que je vois et où en fait c'est assez qualitatif machin et tout. Et puis en fait, si tu te rends compte que c'est très uniformisé, peut-être qu'effectivement la personne qui va prendre le chemin opposé au bon moment va juste réussir mieux parce que justement les gens se diront ah c'est uniformisé, je me fais chier, tiens quelqu'un propose autre chose. Ça fait du bien d'entendre autre chose et ça fait du bien de... Mais bon ça, qui, comment, quoi, est-ce, j'en sais rien, tu vois, genre ça c'est... Chacun doit faire son chemin là-dessus quoi, en croisant les doigts. Et en faisant de la bonne musique. Ça fait beaucoup. Mais en même temps, c'est bien de devoir avoir du talent pour que ça marche. Est-ce que tu penses que justement les réseaux sociaux aujourd'hui, ça a changé notre rapport à l'art et à la façon de le consommer et du coup de le produire de façon générale? Bien sûr. Complètement. Oui, très bien. Bah non, mais parce qu'en fait, on n'a plus du tout la même capacité d'attention. Donc ça veut dire que tout doit être plus court et plus impactant, qu'on a beaucoup de possibilités en permanence. Donc est-ce que je suis capable de t'expliquer tout ce que ça a changé? Évidemment que non, mais c'est évident que ça a changé beaucoup de choses et que
il faut en tirer certaines conclusions. Comment tu retiens l'attention des gens, comment tu les gardes ensuite, comment tu provoques un engagement avec ta personne, comment est-ce que tu te dis bon bah ça c'est bien pour le live, ça c'est bien pour les réseaux, ça c'est... J'en sais rien en fait. Mais ça a changé, oui. On n'est plus capable de consommer les choses comme avant. À moins d'un gros effort, tu vois, genre, c'est très difficile aujourd'hui de lire un bouquin, c'est très difficile moi j'ai du mal à regarder un film en entier si je suis pas au cinéma. Ouais. Mais en même temps, du coup, ça me pousse à aller au cinéma, parce que du coup, au cinéma, je sais que je vais tu vas le regarder pour de vrai. Ou ça me pousse à me dire, bah, les films, je les regarde plutôt avec des amis, comme ça, c'est plus facile que... Ouais, tu sais que toi tout seul, tu vas pas regarder un film en entier, par exemple. Tu sais si, je peux le faire, mais j'aurais tendance à pianoter en faisant autre chose, quoi. Moi, j'aime beaucoup les films, donc voilà. Ou sinon, ça me prend vraiment, et du coup, j'aime bien, parce que ça veut dire que c'est vraiment très très bon et que ça me prend, quoi. Ok. Je vois. Si t'as un conseil à donner aux jeunes artistes, jeunes au sens quelqu'un qui se lance, parce que quelqu'un léger peut se... Même conseil que tout le monde. Reste toi-même. Bah non, bah c'est vrai, c'est le conseil que tout le monde donne, mais on a tous notre singularité et je dis pas que ça marche quand on met en avant notre singularité, mais la seule façon pour que peut-être ça puisse marcher, c'est de rester qui on est. Et de trouver comment le mieux exprimer possible notre singularité. Ok, merci. Voilà, c'était mon conseil. Et je veux 10% de royalties pour ces conseils. Tous ceux qui l'auront écouté. Et la fameuse question, est-ce que pour toi, l'art c'est politique ? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette question. Pourquoi cette question ? Parce que moi, je me la pose beaucoup. Alors moi, je vais te répondre oui, et oui. Ça peut pas être autre chose que politique. L'art, tout est politique déjà, pour commencer. Donc l'art est forcément politique puisque tout est politique. Et c'est vrai que moi, je trouve ça extrêmement... ça m'irrisse les poils, les gens qui disent t'es un artiste, t'es là pour plaire à tout le monde et fermer ta gueule. Absolument pas. Alors si c'est vraiment... moi, ça me donne envie de vomir, en fait. Genre, les gens qui polissent leurs propos en se disant ah ouais, mais j'ai mon public, alors je peux pas dire ça parce que du coup, ils se reconnaîtraient. Je trouve ça insupportable aussi. C'est insupportable. Donc non... évidemment que l'art ne doit pas tout le temps être politique. En revanche, l'artiste, à partir du moment où il a des convictions et où il a une certaine exposition, il doit prendre position. Il doit, bon, et s'il en a pas, il doit dire, bah voilà, j'en ai pas, je maîtrise, je suis bête, ça m'intéresse pas. Voilà, moi je pense qu'à ma gueule, donc ça m'intéresse pas tellement. Moi, ce que je veux, c'est être un artiste et kiffer ma vie. Ce qui se passe à l'extérieur ne m'intéresse pas. Ce qui en fait est le cas d'à peu près nous tous, tu vois. On est tous un peu dans cette situation-là de se dire on est plus ou moins intéressés, mais en fait. Donc c'est moins simple que ça, mais l'art est beau quand il est politique aussi. Je me suis perdu. Je crois quand même qu'il y a toujours un peu un truc un peu politique et que quand ça l'est pas, en tout cas, c'est de la daube. Okay. C'est des trucs qui sont bien nazes parce qu'en fait, une belle chanson d'amour, ça peut être politique. Non, en fait, je dis de la merde. Ça peut ne pas être politique et être très joli aussi. Compliqué. Elle est sur cette question. C'est pour ça que je la pose. Toi, donc tu peux respecter, pour toi ça l'est, et tu respectes un artiste qui n'est pas politique, ou pas? Ça dépend comment il l'est pas, c'est-à-dire que moi je respecte tout le monde de base. Moi je trouve que c'est très important aujourd'hui de respecter des gens qui n'ont pas les mêmes avis politiques que moi. Ce qui est important, c'est de maintenir le débat. Et je crois que notre société, elle tend à effacer le débat. Elle met les gens dans des cases où ils sont d'accord entre eux, elle les laisse débattre entre eux pour dire on est tous d'accord, et surtout elle efface de la sphère artistique. Elle peut effectivement gommer un petit peu certains aspects politiques, en tout cas sur on va dire les trucs mainstream, parce qu'en fait t'as quand même toute une contre-culture qui s'empare de l'art pour en faire des revendications politiques, ce qui en fait peut parfois me gêner parce que parfois ça va être fait de manière un peu pas très intelligente, un peu genre enfonçage de porte ouverte, tu vois. Quand c'est bien fait, c'est très impactant. C'est comme tout en fait, c'est-à-dire qu'en fait quand tu sens la sincérité du propos, quand tu sens qu'il y a du boulot derrière, quand tu sens que oui, t'as vraiment voulu faire passer un message qui te tient à cœur et qu'en fait tu l'as pas fait juste parce que c'est dans la tendance de faire une chanson féministe par exemple, mais qu'en fait c'est une chanson où tu vas mettre un peu de toi. C'est-à-dire que tu vas pas juste dire genre je fais une chanson féministe pour dire ah les mecs c'est tous des cons nana, mais qu'en fait tu vas tout d'un coup partager un peu de ton intimité ou tu vas donner un morceau de toi-même et qu'en fait tout d'un coup du coup la portée de ton message va être beaucoup plus prenante, beaucoup plus touchante. Ça c'est vachement fort et c'est bien. Mais quand tu le fais en disant bah tiens ça peut marcher ça, c'est là déjà c'est foutu. Là c'est
Je sais pas si c'est foutu, mais c'est pas joli, en tout cas. C'est pas très joli. Mais ça revient d'ailleurs à ce que tu disais tout à l'heure pour ceux qui chantent sur la drogue alors qu'ils n'ont jamais pris de drogue. En fait, l'art, il faut que ce soit honnête. Exactement, l'art, il faut que ce soit honnête. Je l'aurais pas mieux dit. Enfin, pour moi. Oui. Parce qu'il y a plein de gens qui vont t'expliquer que l'art, ça peut être la transformation. Mais et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très très irrissé par les gens qui peuvent dire il faut dissocier l'homme de l'artiste. Pour moi, ça veut rien dire. En suivant ma propre logique, je peux pas. Ce qui peut ne pas forcément m'empêcher de consommer. Tu vois, on a plein d'exemples de trucs, mais je peux pas consommer en me disant j'oublie qui est cet homme-là. Je sais ce que je consomme, je sais pourquoi je le consomme. Tu vois, par exemple, j'ai souvent l'exemple de dire moi j'ai été fasciné de lire Mein Kampf d'Hitler parce que juste j'avais besoin de comprendre les rouages, tu vois, de voir ce qui se cachait dans ce. Voilà. Mais c'est vrai que j'adhère pas du tout à la phrase dissocier l'homme de l'artiste. C'est pas possible de se cacher derrière ça. C'est faux. Ça n'excuse rien, tu vois. L'art, il excuse pas, et surtout, l'artiste et l'homme, en fait, c'est les deux mêmes personnes. Donc ça va avec mon besoin d'honnêteté aussi dans l'art, tu vois. Tu peux pas te mettre un masque, te parer, te dire oui, mais en fait, c'était pas moi. Enfin, bon. Je me rends compte, c'est des contre-arguments qui me viennent avec moi-même, tu vois. Compliqué cette question. Elle est dure cette question, mais j'aime bien ta réponse. Même si on s'en fout de mon avis, mais oui. C'est important. Très bien. Très bien. Est-ce que t'as un dernier... Ouais, c'est le moment de la fin. Est-ce que t'as envie de dire un petit quelque chose pour finir ou... Non, bonne journée à ceux ou bonne soirée à ceux qui écoutent ce podcast. Profitez bien de la vie et des êtres chers qui vous entourent. Peace. Parfait, merci. Et voilà. Bisous à tous. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines.